Deuxième journée de ce colloque international sur les circulations, frontières et villes dans les Guyanes pour dresser un bilan à mi-parcours puisque le colloque n'est pas terminé. Je reçois Madame Péné-Annette Anne qui est maître de conférence à l'Université des Antilles. Bonjour Madame. Bonjour, merci beaucoup de nous accueillir. Également à votre côté, Monsieur Stéphane Granger, vous êtes docteur en géographie, professeur au lycée Melchior Égaré, vous intervenez également à l'Université de Guyane. Bonjour. C'est ça, bonjour. Alors il faut dire que selon vos spécialités, vous vous complétez puisque Monsieur Stéphane Granger, vous vous intéressez davantage au Brésil, également un peu au Suriname, alors que Madame Péné-Annette Anne intervient plus sur le Venezuela et le Pérou, on va dire la grande région. Mais juste pour préciser que c'est aussi la Guyane française, notamment dans ses relations avec le Brésil et dans ses relations avec le reste de l'Amérique du Sud, qui sont dans mes sujets d'intérêt. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, puisque cela fait 2 jours que ce colloque a débuté ici à l'Université de Guyane, à l'amphithéâtre A. Plusieurs intervenants ont dû déjà prendre la parole. Madame Péné-Annette Anne, quel état des lieux peut-on établir aujourd'hui ? Alors pour l'instant, en tant que membre du comité d'organisation, je dirais que c'est un colloque très enrichissant, avec des perspectives variées, des approches avec des angles à la fois anthropologiques, géographiques, économiques, démographiques, géographie de la santé, pour ne citer que certains thèmes qui sont vraiment abordés par des spécialistes de territoires plus ou moins importants en termes d'échelle. Donc certains qui vont par exemple se concentrer sur la frontière Oiapoque, d'autres plus à l'échelle, on va dire, macro-régionale. Donc je pense que ça permet en tout cas aux personnes participantes et aux communicants de nourrir leur réflexion et d'ouvrir de nouvelles perspectives de recherche aussi. Alors, vous enseignez à l'Université des Antilles, vous vous rendez régulièrement au Venezuela, voire même vous y passez pas mal de temps, et vous nous disiez hier que, selon vous, l'avenir du département, l'avenir de la Guyane, était étroitement lié à la grande région, notamment au Venezuela. On parlera tout à l'heure du Brésil. Qu'est-ce qui vous amène à dire cela ? Alors, bon, là, c'est vrai que c'est peut-être plutôt une approche visionnaire aussi, mais en tout cas, peut-être sur le plutôt moyen et long terme, je dirais que les relations... le Venezuela, en fait, du point de vue de sa politique internationale, souhaite renforcer ses liens avec ses États voisins de la Caraïbe et du continent latino-américain, dont le plateau des Guyanes, et à travers notamment leur région, enfin la région Guayana du Venezuela, qui constitue une des régions très importantes du point de vue de l'industrie lourde et de l'économie extractive, à la fois pétrolière et minière. Donc c'est vraiment un enjeu aussi d'expansion économique dans ce front pionnier pour les Vénézuéliens. Et d'autre part, l'importance de créer de nouveaux modèles de développement avec une réflexion avec d'autres États, notamment par exemple le Suriname. Et là, c'était un entretien que j'avais eu avec mon collègue concernant l'appartenance, en tout cas le lien du Suriname avec l'association ALBA qui avait été créée par le président Chavez, par exemple. Très bien. On reviendra tout à l'heure, on parlera par rapport à la situation politique au Venezuela. Monsieur Granger, alors vous êtes plutôt spécialisé dans, on va dire, nos voisins, en l'occurrence le Brésil, le Suriname, un sujet qui nous intéresse particulièrement puisque les Guyanais échangent énormément avec ces pays-là, sauf qu'on a très peu de chiffres, on a très peu de données. Peut-être que vous allez nous en donner. Quels sont les échanges qui se font
précisément aujourd'hui avec ces pays-là? Alors, tout d'abord, ce n'est pas la première fois que je participe à un colloque international où sont censés intervenir des intervenants brésiliens. Oui. Et une fois de plus, nous devons constater qu'ils n'ont pas pu venir pour des problèmes administratifs. La Guyane est très isolée, on va dire, administrativement, puisqu'elle est un territoire français et européen, mais on pourrait dire enclavé entre entre des pays souverains et puis d'autres regroupements économiques ou politiques comme le Mercosur ou l'UNASUR. Résultat, nos voisins sont soumis au régime des visas et régulièrement ces problèmes administratifs nous empêchent, comme c'était le cas pour les journées archéologiques de Guyane, pour les journées d'information géographique il y a plusieurs années. Quelquefois, nous ne pouvons pas compter sur la présence de voisins brésiliens ou d'autres nationalités pourtant officiellement invitées. C'est donc une demande peut-être que devraient prendre à bras-le-corps nos parlementaires. C'est en cours. Normalement, pour nos voisins de la MAPA, ils ont notamment les scientifiques, ils ont davantage de facilité. Mais simplement, il semble qu'il n'y ait plus de consul honoraire français à Macapa, ce qui évidemment ne facilite pas les choses. Alors tout ça peut-être pour dire que les échanges sont plus faciles dans un sens que dans l'autre. C'est plus facile de se rendre. Ça dépend quels échanges. Quand ce sont finalement, oui, c'est vrai que c'est plus facile pour un ressortissant français de pénétrer au Brésil, puisqu'on lui demandera juste de tamponner son passeport, alors qu'un Brésilien devra avoir un visa, et que même en dehors des Brésiliens de la MAPA, les autres Brésiliens devront aller le chercher à Brasilia, ce qui est très pratique évidemment. Alors pour ce qui est des échanges, les échanges finalement universitaires, les échanges scientifiques, ils fonctionnent bien parce que même s'ils ne sont pas présents, nous correspondons par courriel, par internet, etc. Les échanges qui de fait sont plus difficiles, même si c'est le thème qui est en train d'être abordé en ce moment dans le colloque, ce sont les échanges notamment de produits matériels, du fait des protectionnismes qui peuvent se comprendre, mais du fait que nous appartenons à des marchés communs différents, c'est-à-dire l'Union européenne, le Mercosur, le CARICOM. Alors quels sont les types de produits que nous échangeons avec nos voisins? Quel type de service, quel type de produit? Alors c'est bien le problème, c'est que nous sommes c'est comme le problème entre toutes les Guyanes d'ailleurs, c'est que toutes les Guyanes font pratiquement les mêmes produits. Donc elles sont en fait plus concurrentes que complémentaires. Bon, je sais par exemple qu'il y a là bien sûr, il y a l'or guyanais qui part vers le Brésil, mais ça c'est un échange, une forme d'échange illicite. En revanche, il y a du bois, voilà, il y a en revanche du bois de Guyane qui est travaillé officiellement ou pas d'ailleurs, mais du bois de Guyane qui est travaillé en Amapa ou qui est travaillé au Brésil. De même que en Guyane, nous recevons de façon tout à fait officielle des produits agroalimentaires brésiliens. Et alors, pour développer l'emploi, pour développer notre économie, quel sens, quelle orientation devraient prendre ces échanges à court et long terme? C'est quelque chose qui pourra peut-être servir à des auditeurs qui nous écoutent ou des internautes et qui ont comme projet de créer une entreprise. Dans quelle direction devrait-il s'orienter? Madame Péné-Annette Anne, est-ce qu'il faut rester sur les services, sur les produits? Est-ce qu'il faut aller sur le numérique? Qu'est-ce que ces pays peuvent nous apporter et qu'est-ce que nous pouvons leur apporter concrètement? Alors, là c'est peut-être par rapport à plutôt l'approche que j'ai moi depuis le Venezuela. Je pense que c'est surtout en termes de dynamique, justement, essayer de trouver peut-être aussi quelques alternatives économiques, peut-être en développant plus des systèmes de coopératives, essayer d'être... est-ce qu'on peut trouver un modèle de développement qui permet de concilier plus protection de l'environnement et création d'emplois? Là, je pense que c'est mon collègue qui connaît mieux que moi le contexte de la Guyane, c'est sûr qu'il connaît le contexte de la Guyane française. Par exemple, là, le projet minier... de la montagne d'or. Donc je pense que quelque part c'est très important de ne pas négliger cette ressource parce que c'est quand même un enjeu économique. Beaucoup d'or. Oui. Alors après sur le terrain, quelles sont les perspectives de développement économique grâce à cette ressource minière?
Mais je pense que ça pourrait être aussi des emplois créés en termes de techniciens, parce que du coup, pour moi, bon, c'est vrai, étant aussi enseignante de toute façon, pour moi, l'important, c'est aussi une politique d'éducation peut-être encore plus adaptée au contexte économique régional, encore plus sur des métiers, débouchant encore plus sur des métiers adaptés aux ressources de la région. Donc, à vous entendre, il faudrait développer de la coopération au travers des lycées, de l'université. Oui, moi je pense que c'est un point de départ. Les structures du Brésil. Pour moi, c'est un point de départ. Moi, c'est un point de. Pour moi, c'est par rapport à ma approche convaincue que l'éducation c'est la base du développement. Donc, si on n'a pas ça, on a beau développer des échanges, ça va jamais tenir. Ça va tenir quelques années, mais après ça va pas tenir. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons un certain nombre de dispositifs mis en place par l'Europe, par la France, qui encouragent au fait le Guyanais à se rendre davantage en Europe pour se former, pour apprendre un métier. À travers l'Erasmus, ou encore la DOM, qui est un dispositif qui existe à l'échelle des DOM. Est-ce que c'est une erreur selon vous? Est-ce qu'il faudrait davantage regarder vers le Suriname, vers le Brésil, qui nous ressemble davantage et où on peut obtenir, où ce sera beaucoup plus pertinent finalement de pouvoir obtenir des résultats? De mon point de vue, l'idéal pour moi, si je vois par rapport au système universitaire, l'idéal ce serait que un étudiant puisse une fois pouvoir voir ce que ça signifie en Europe, mais aussi avoir l'occasion soit d'aller au Brésil ou d'aller au Guyana, au Suriname, à Trinidad, enfin de mieux connaître sa zone. Moi je crois que c'est très important parce que du coup c'est aussi de voir autrement l'espace où l'on vit et de pas considérer toujours c'est moins bien ou on n'a rien. Alors qu'il y a beaucoup de ressources dans la région où on vit. Oui, mais sauf que la réalité aujourd'hui, vous allez obtenir beaucoup plus facilement des subventions, des sous pour vous rendre en métropole, en Europe, que pour partir au Brésil ou au Suriname. Est-ce que ce n'est pas là le principal frein, en fait? C'est ce qui est demandé au niveau du rectorat de l'éducation nationale, c'est qu'il y ait une espèce d'équivalent d'Erasmus qui soit également pour l'Amérique du Sud. Parce que la carte à jouer de la Guyane, c'est justement cette espèce d'appartenance multiple, à la fois territoire français, européen, mais aussi amazonien, sud-américain, en grande partie culturellement caraïbe. Et c'est là-dessus que les Guyanais doivent jouer pour comment dire, se montrer originaux par rapport aux autres Guyanes, apporter autre chose que les mêmes matières premières qui sont faites, ou les mêmes produits agricoles qui sont faits dans les territoires voisins, apporter autre chose, une valeur ajoutée qui est notamment à travers des différentes approches de la biodiversité, à travers une présence scientifique qui est très, très dense en Guyane. Je pense à l'Institut Pasteur, je pense à l'IRD, je pense aux hôpitaux, et c'est cette valeur ajoutée qui est due en grande partie à l'appartenance française et européenne, qui apporte une touche à la Guyane, qui apporte une originalité que n'ont pas les autres territoires, qui permettent aussi de la faire connaître et qui sont déjà à travers le programme, le PCIA, l'ancien programme opérationnel Amazonie, qui sont déjà des facteurs de coopération. Et justement, le Brésil, par exemple, les États amazoniens du Brésil comptent beaucoup sur cette politique européenne pour développer leurs marges frontalières qui ont toujours tendance à être très favorisées pour la présence militaire, mais négligées pour tout ce qui est développement humain et économique. Et c'est là que la Guyane a sa carte à jouer, qu'elle peut apporter quelque chose et qu'il serait bien que les étudiants formés à l'université de Guyane ou ailleurs puissent aussi, par exemple, acquérir d'autres compétences en Europe et en Amérique du Sud, mais aussi transférer ces compétences à nos voisins. Alors, pour jouir pleinement de cette autonomie et de ce partenariat, de cette coopération avec le Suriname et le Brésil ou encore le Venezuela ou le Pérou, est-ce qu'il ne faudrait pas justement une évolution statutaire de la Guyane? Puisqu'aujourd'hui, on est quand même obligé et tenu de passer par Paris pour obtenir des autorisations ou des validations pour mettre en place des initiatives, et ça fait ça rallonge les délais et ça décourage plus d'un.
Alors il faut savoir une chose, c'est que la Guyane est pour l'instant encore dans le cadre de l'article 73 de la Constitution, et que cet article 73 permet de très nombreuses initiatives de la part de la Guyane qui ne sont pas exploitées. Et par exemple, depuis la loi Letchimy de 2016, la Guyane peut avoir des espèces d'ambassadeurs qui n'ont pas le titre d'ambassadeur, mais de représentants officiels de la collectivité territoriale dans les territoires voisins. La Martinique l'a fait. La Martinique a son représentant à Belém, son représentant, on va dire, paradiplomatique, ça s'appelle comme ça, à Belém. La Guyane ne l'a pas. La Guyane a bien des représentants de la Chambre de commerce à Macapa et à Paramaribo. Ça veut dire que oui, un changement statutaire peut aider, mais il y a déjà des armes qui sont en notre possession qui ne sont pas utilisées. Très bien. Alors, Madame Anne Pénetz, la question, on ne peut pas parler de coopération sans parler de l'enclavement du département au niveau du transport, notamment le transport aérien. Est-ce que là aussi, quel type de piste que l'on peut explorer, que l'on peut mettre en place pour permettre aux Guyanais de voyager plus facilement et ne soient pas obligés de faire un détour par la Guadeloupe, par la Martinique pour se rendre à Cuba, au Canada ou encore au Venezuela, au Pérou. Je ne sais pas comment vous êtes venu depuis Caracas en Guyane. Disons, vous êtes passé par où? Disons que c'est vrai qu'il y a une dizaine d'années, il y avait une liaison aérienne Fort-de-France-Caracas, mais qui n'existe plus. Donc en fait, depuis Fort-de-France, on passe soit par Santo Domingo, Panama ou Miami, Caracas. Donc c'est clair que c'est un voyage assez long, enfin au sens dans la zone. Par rapport à votre question, là je crois qu'on a vraiment pour le coup des enjeux économiques très forts. En termes de monopole de compagnies aériennes. Là, j'avoue que je peux laisser la parole à mon... C'est le nœud du problème. Nous sommes un territoire sud-américain. Il n'y a plus de liaison aérienne vers Paramaribo depuis le mois de juin dernier. Il n'y a plus qu'une liaison hebdomadaire vers Belém et une liaison hebdomadaire vers Fortaleza, alors que nous en sommes à notre 22e année de coopération régionale avec Macapa qui n'est plus relié par avion depuis Cayenne. Or, il faut savoir que jusqu'à il y a 8-9 ans à peu près, entre 98 et 2007, je crois, il y avait une liaison quotidienne, sauf le dimanche, Cayenne-Macapa-Belém. Il y a eu ensuite, pendant quelques temps, une liaison Cayenne-Paramaribo. Donc ceci, évidemment, c'est la politique des compagnies aériennes qui trouvent que ces destinations guyanaises au pluriel, ne sont pas très rentables. Peut-être aussi que ce serait de la compétence des pouvoirs publics que d'essayer de subventionner éventuellement. Voilà, que nous ayons. Alors, nous sommes reliés tous les jours à l'Europe, voire à l'Amérique du Nord à travers Air France qui dessert les Antilles jusqu'à Miami. Et nous n'avons pas de liaison aérienne quotidienne, voire même ne serait-ce que tri-hebdomadaire, comme c'était le cas autrefois avec nos voisins d'Amérique du Sud. Est-ce qu'il ne faut pas prendre le problème par la racine parce que bon, c'est très bien une telle initiative, un colloque international sur les circulations, frontières et villes dans les Guyanes, mais quand on voit que rien n'est fait pour que cela devienne concret, une réalité, est-ce qu'il n'y a pas là matière à s'interroger sur la pertinence même du colloque? C'est justement des manifestations comme le colloque qui devraient petit à petit sensibiliser les élus, sensibiliser les autorités à cette nécessité de mieux nous intégrer, ne serait-ce que par terrestrement, si j'ose dire, pour la circulation, parce que d'une part, c'est important pour le développement de la Guyane, d'autre part, ça met en exergue notre situation d'enclavement. Oui, madame. Non, mais en fait, sincèrement, je rejoins ce que M. Granger est en train d'expliquer. Et je pense que, alors, étant à l'origine avec d'autres collègues, et comme M. Granger aussi fait partie du comité scientifique de ce colloque, si on a voulu aboutir à cette initiative, c'est vraiment pour justement essayer de permettre des échanges. Alors c'est vrai, un colloque, de toute façon, un colloque, quand même, sa mission, c'est par rapport à une dynamique de recherche intellectuelle, au sens, on va après aboutir à une publication. Donc, mais je pense que c'est pas anodin non plus parce que
les échanges d'idées quand même sont souvent l'initiative. Ensuite, bon, ça peut prendre le temps, une décennie, 2 décennies, 3 décennies, mais en tout cas, en général, quand ça commence à circuler dans les cerveaux, la concrétisation matérielle, un jour, se fait. Je sais que un de nos collègues, Monsieur André Calmont, géographe aussi, qui a fait une thèse sur Cayenne il y a 40 ans, même, enfin en tout cas il y a plus de 40 ans, m'expliquait quand il est arrivé en Guyane, puisqu'il arrivait de Martinique, et donc en Guyane, on ne parlait pas du tout de lien avec Macapa, et là on regarde 40, 50 ans après, ben, effectivement on développe des liens. Donc je pense que c'est vrai que notre démarche dans un colloque, c'est un peu pour faire bouger des choses, mais c'est souvent invisible au départ. Mais ça n'empêche que c'est dans les cerveaux. Donc à un moment donné, ça peut se matérialiser par justement des élus qui vont tout d'un coup se dire ah bah oui, quand même là, ce serait important de se rencontrer, faire des réunions, voilà, essayer de faire bouger un peu les choses. Merci beaucoup. Et justement, les élus que je n'ai pas vus à ce colloque, alors quelquefois, est-ce que vous les avez invités? Voilà, quelquefois les élus sont présents, quelquefois pas. Est-ce qu'ils ont été invités? Alors là, je sais que normalement le service de communication de l'Université de Guyane avait transmis, en tout cas qui sont les bienvenus de regarder votre émission, et puis nous leur transmettrons de toute façon le bilan du colloque, et qui je pense s'ouvrira, parce qu'il y a un mois aussi, il y avait un autre colloque aussi sur les frontières, à l'initiative aussi de l'Université de Guyane et d'autres institutions. Donc je crois que ça veut dire aussi que ça permet de mieux connaître des espaces, parce que je crois que, par exemple, dans la quinzaine de communications retenues pour ce colloque, je suis la seule à aborder la question de la Guyane et Venezuela. Depuis 30 ans que je travaille sur cette zone, il y a sincèrement peu de travaux sur cette région, alors qu'elle fait vraiment partie du bouclier guyanais. Donc ça veut dire aussi que c'est important de faire connaître aussi l'ensemble des territoires, et qu'ensuite les acteurs vraiment soient les entrepreneurs ou les échanges, les jumelages entre villes, petit à petit permettent d'ouvrir, et puis que la société, ce que vous avez souligné dès le départ, c'est-à-dire qu'il y ait des échanges, et je pense que la jeunesse actuelle a intérêt à mieux connaître les territoires voisins. Ça, à mon avis, c'est quand même la clé aussi d'un avenir plus ouvert qu'enclavé. Monsieur Stéphane Granger, parlons d'un sujet aussi concret que ceux qu'on a abordés depuis le début, c'est l'ouverture du pont qui relie l'Oyapock au Brésil. Qu'est-ce que l'ouverture de ce pont a changé dans les habitudes des frontaliers? Pas grand-chose. Pas grand-chose, pour une raison très simple, c'est que le pont a des horaires d'ouverture limités, que les habitants frontaliers n'ont pas forcément de voiture, ou même s'ils ont une voiture, c'est quand même peut-être plus pratique encore de continuer à prendre la pirogue. Pour les Cayennais qui aiment, ou les autres Guyanais qui aiment bien passer le week-end à Oyapock, vu que le pont ferme le samedi après-midi et le dimanche, c'est pas pratique de prendre la voiture. Donc ils laisseront leur voiture comme autrefois à Saint-Georges, et ils traverseront en pirogue, puisque le pont ferme samedi à midi. Donc les piroguiers se plaignent d'une baisse des flux de passagers de 30 à 40%, ce qui est moins que ce qui avait été annoncé quand le pont avait été ouvert. Donc pour l'instant, le pont de même n'est pas ouvert pour les véhicules lourds, c'est-à-dire camions et transports collectifs, autobus, autocars. Donc pour l'instant, le pont, il est relativement peu fréquenté, et on dirait que c'est une jolie sculpture au-dessus des eaux de l'Oyapock. Un mot peut-être sur la sécurité dans les pirogues, puisque on l'entend souvent. Là aussi, on peut regretter que la sécurité des Guyanais ne soit pas suffisamment assurée dans cette pirogue qui assure le transport entre les deux. Alors normalement, les piroguiers sont quand même des gens agréés qui appartiennent à des associations qui doivent être reconnues. Alors il est pas du côté du Suriname, peut-être du côté. Côté Suriname, là je connais. Moi, je sais que c'est beaucoup plus informel, effectivement. Juste une petite précision par rapport au transport de pirogues du côté vers la frontière de l'Oyapock, c'est que depuis le mois de juin ou juillet, je crois, la circulation nocturne, la circulation de nuit des pirogues a été
a été interdite, semble-t-il, une décision conjointe de la mairie de Saint-Georges et de la DEAL. Je ne sais pas si elle a été rétablie depuis. Madame Péné Annette Anne, 2 jours à l'amphithéâtre A, vous vous apprêtez à vous rendre dans l'Ouest, oui, à Saint-Laurent. Oui. Les thèmes qui vont être abordés seront-ils complémentaires par rapport à ceux que vous avez abordés jusqu'ici? Oui, merci. Oui, en fait, effectivement, l'organisation du colloque fait que une partie des communicants ou participants part donc ce jeudi 8 novembre pour Saint-Laurent-du-Maroni, et la matinée du vendredi 9 novembre, il y aura une dernière session où ce seront des thématiques plutôt intra-urbaines qui vont être abordées en termes d'aménagement urbain, de politique d'urbanisme, pour aussi sensibiliser à la spécificité de la croissance urbaine en Guyane, et notamment dans l'ouest guyanais. Donc par rapport à la croissance démographique très importante, par rapport aux enjeux d'accès aux services urbains, à la qualité de vie urbaine. Et ensuite, l'après-midi, il y a donc une visite de terrain pour notamment des collègues qui ne connaissent pas encore cette région. Et comme une partie des collègues sommes surtout dans des sciences humaines de terrain, que ce soit anthropologie, géographie, aussi sociologie, voilà. Donc on a voulu aussi coupler une approche amphithéâtre à une approche terrain. Et le matin donc du vendredi 9, nous serons au camp de la transportation, et nous remercions beaucoup les organisateurs de nous avoir acceptés, et donc nous avons la grande chance de pouvoir être dans un site historique de la ville de Saint-Laurent-du-Maroni. Et ensuite donc le colloque se clôturera donc en fin de matinée, suivi la visite de terrain dont je vous ai parlé, et le retour le vendredi 9 sur Cayenne. Merci. En dépit de l'absence de certaines délégations pour plusieurs raisons à ce colloque, est-ce que vous êtes plutôt satisfaite de cette initiative? Alors de mon côté, c'est peut-être un peu subjectif, mais je reconnais que pour moi, c'est une belle expérience de justement réunir des collègues chercheurs de différentes institutions qui ont accepté de jouer le jeu, de venir certains de Lille jusqu'en Cayenne, ou d'autres villes de métropole, et d'autres donc des petites Antilles, et d'arriver à construire un petit peu un groupe qui a l'air, je trouve, il y avait une bonne entente, c'était, je trouve, convivial. Enfin, on n'a pas encore fini, mais je trouve quand même qu'il y a une convivialité qui s'est partagée et qui fait que ça nourrit des relations aussi universitaires de qualité, de mon point de vue, mais là c'est peut-être très subjectif. Peut-être M. Granger aussi. Oui, c'est toujours intéressant de pouvoir rencontrer des chercheurs de sa propre discipline ou d'autres disciplines qui travaillent sur des thématiques voisines qu'on ne connaît pas forcément. Ça nous permet de nous rencontrer, et justement il se passe de plus en plus de choses en Guyane. Le mois prochain, c'est le colloque de restitution des projets de l'OHM OIAPOP, donc qui sont cofinancés par le CNRS. Donc il se passe beaucoup de choses en ce moment, mais ce qu'il faudrait, c'est qu'il y ait aussi justement une concrétisation de tout cela, c'est-à-dire que tous ces travaux, toutes ces recherches que nous faisons, toutes ces conclusions auxquelles nous parvenons, elles soient ensuite utilisées par les décideurs. Très bien. Écoutez, merci d'avoir participé à cette émission spéciale. Merci à vous. Pour parler de ce colloque international sur les circulations frontières et villes dans les Guyanes qui se tient, qui a débuté hier, qui se poursuit jusqu'à demain, 9 novembre, à Saint-Laurent. Peut-être un dernier mot, Madame Péné Anne. Merci. Merci. Non, je vous en prie. Merci de me permettre de rajouter que pour les personnes intéressées sur justement le programme et les suites de ce colloque, vous avez un site internet qui est
que vous pouvez consulter. Alors, en tout cas, excusez-moi, mais en tout cas, vous l'avez, si vous tapez par Google le colloque CFVG, c'est-à-dire Circulation Frontières Ville dans les Guyanes, donc vous allez trouver le site internet du colloque et nous allons intégrer des photos, intégrer un bilan, un compte-rendu. Et vous pourrez aussi voir l'ensemble des résumés de toutes les communications, même des communicants qui n'ont pas pu malheureusement se déplacer pour y participer. Merci beaucoup. Madame Péné, Annette Anne, je rappelle que vous êtes maître de conférence à l'Université des Antilles, et Monsieur Stéphane Granger, vous êtes docteur en géographie, professeur au lycée Melchior Égaré, intervenant à l'université. À vous deux, merci. Merci.